Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle de la véritable motivation des salariés à quitter leur ville ou leur appartement d'origine, les grandes villes. On va en reparler à travers une étude réalisée par Ma Nouvelle Ville. Notre invité Gildas Chauveau de Vala est le directeur général. Il nous fera le point concret, bien sûr, ces expatriés qui partent en province. La pause café et la semaine de 4 jours. C'est un sujet qui monte paradoxalement et j'imagine que c'est un sujet dont on parle à la pause café. On en parlera avec Caroline Ricross. C'est le cercle RH, un débat autour des seniors. On parle beaucoup des seniors, évidemment, versus réforme des retraites. Comment les maintenir sur le marché du travail? Que faut-il faire très concrètement? Il y a des propositions sur la table. On va les évoquer avec nos invités, des experts de ce sujet. Puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Quel salaire en 2023? C'est le sujet d'actualité. Évidemment, on en parlera avec Alban Prieto, directrice du site Robert Half, avec bien évidemment ce guide des salaires qui est vraiment le pensum pour tous les salariés qui veulent savoir si dans leur secteur d'activité, les salaires ont progressé. On en parlera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa ville, parce qu'on va parler évidemment de cela, de ces salariés qui, on le sait, pendant le Covid, sont partis ou ont eu envie de partir au vert ou dans des plus petites villes de taille plus modeste pour retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Et justement, on en parle avec Gildas Chauveau de Vala. Bonjour Gildas, on est ravi de vous accueillir, directeur général de Ma Nouvelle Ville. Oui. Un petit focus, Ma Nouvelle Ville, c'est quand même, vous prenez par la main ceux qui veulent quitter les grandes villes et vous allez les accompagner pour qu'ils puissent atterrir dans les meilleures conditions. Alors exactement, Ma Nouvelle Ville, donc on est une filiale du groupe Action Logement, un groupe paritaire qui est géré par les partenaires sociaux. Et notre job, c'est, vous êtes en train de vouloir quitter votre lieu de vie actuel. Vous allez trouver d'abord un job. Oui. Ce job, il vous intéresse, mais il n'est pas du tout dans la ville où vous habitez aujourd'hui. Et vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les écoles, vous ne connaissez pas les endroits où il faut habiter. Et c'est là où Ma Nouvelle Ville intervient effectivement pour vous guider de A à Z dans votre parcours. Alors une étude réalisée par Ma Nouvelle Ville qui est assez intéressante parce qu'elle tord le cou avec certaines idées reçues. Oui. Et on va commencer 467 salariés accompagnés partout en France. Et donc ça c'est l'étude et c'est le sondage. D'abord, on découvre que seuls 12% de ceux qui ont répondu jugent le télétravail comme un élément déterminant. Alors on est surpris parce qu'on nous dit le télétravail doit être sur toutes les fiches de recrutement. Vous dites c'est pas le premier critère. Alors c'est pas le premier critère. Le vrai premier critère, c'est trouver un job intéressant et qui fait que les gens ont envie de cette mobilité, de cette nouvelle vie. Le deuxième point, c'est effectivement le fait de se dire qu'ils veulent rééquilibrer vie perso et vie pro. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont envie de franchir le cap de ce déménagement. Donc ce qui ne veut pas dire évidemment qu'ils n'aiment pas le télétravail, qu'on s'entende bien. Absolument. Mais le critère n'est pas en numéro 1, en tout cas dans les personnes interrogées. C'est forcément un complément par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, mais c'est un complément, ce n'est pas l'élément déclencheur. Alors je trouve ça intéressant parce qu'à la fois, ceux qui vont vraiment franchir le pas vont aller dans une petite ville dans laquelle ils vont se sentir bien, mais en fait c'est double portion de dessert pour eux, parce qu'en plus, ils vont avoir du télétravail. Alors absolument, ils cherchent à la fois la qualité de vie, la qualité de cette nouvelle ville, et à la fois cette capacité à pouvoir télétravailler dans ce nouveau contexte. Concrètement, on connaît les bassins d'emploi et l'attractivité de certains bassins. La région Rhône-Alpes est attractive. Paris, l'Île-de-France, oui. Et puis l'Occitanie, Toulouse. Mais on découvre aussi que ceux qui veulent partir vont dans des métropoles, vont dans des villes plus petites. Est-ce que ça, vous le constatez? Alors effectivement, on constate tout à fait ce phénomène. Alors les grandes métropoles restent attractives, que ce soit évidemment Lyon, que ce soit Toulouse, que ce soit Paris. Mais aujourd'hui, vous avez des villes qui pointent leur nez sur cette carte de France. Toute la côte atlantique est très plébiscitée. Et puis aussi des villes de taille plus modeste, comme Dijon, par exemple, qui est tout à fait demandée aujourd'hui. Alors ça, c'est intéressant parce que si on se place de l'autre côté, on a des villes qui viennent d'ailleurs sur ce plateau, ou des bassins, ou des métropoles, nous dire... On recrute, on cherche du monde, on a le Wi-Fi, on a des super écoles. Parce qu'il y a quand même un élément, et j'imagine que vous entendez, c'est qu'on vous demande s'il y a des logements, oui. Mais on vous demande aussi la qualité de l'école, on vous demande l'accès à Internet. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de critères qui fait qu'on va plutôt aller dans une ville que dans une autre.
Alors absolument. Le premier critère, c'est le prix de l'immobilier, qui fait un frein majeur, puisque le frein numéro 1, c'est de ne pas trouver de logement dans ce projet de nouvelle vie. On a le travail, mais on n'a pas le logement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur de frein pour déménager. Mais effectivement, on cherche aussi une bonne école pour ses enfants, une qualité de vie retrouvée par rapport à ce déménagement. Et tous ces éléments sont importants dans ce choix. Un mot avant de nous quitter, parce que vous évoquiez, c'est important de le préciser, que vous êtes une filiale d'Action Logement, qui est une institution majeure. Il y a une convention qui a été signée d'ailleurs entre l'État et Action Logement. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Parce que j'imagine qu'ils se tournent vers vous et puis vous vous tournez vers Action Logement. Vous dites, j'ai besoin, pour des collaborateurs qui quittent, d'un logement, parce que c'est ça l'enjeu. Alors en fait, tout à fait dans cet échange entre l'État et Action Logement, ce qui est important pour nous, c'est l'aide qui s'appelle Mobilipass, qui est une aide qui est destinée aux salariés qui sont en mutation professionnelle ou en recrutement professionnel et qui vont avoir besoin de cet accompagnement d'une structure comme Ma Nouvelle Ville. Et dans ce cadre-là, cette aide va nous permettre de rendre gratuit notre prestation d'accompagnement pour ces salariés qui veulent changer de région. Donc pousser la porte de Ma Nouvelle Ville, juste un mot quand même, parce que ça aussi, on a eu le sentiment pendant le Covid qu'on vivait une sorte d'exode massif. Là aussi, il faut relativiser les chiffres. Tout à fait. On ne constate pas du tout d'exode. Pour nous, par exemple, en Île-de-France, on a à peu près autant de gens qui arrivent que de gens qui partent. Contrairement à ce qu'on avait pu dire sur un exode francilien. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, peut-être que beaucoup de salariés ont pour idée de se poser la question. Ouais. Mais à date, on a un flux qui est vraiment équivalent arrivée-départ. Quand on affine les chiffres, on voit quand même que le bassin d'Île-de-France est très dynamique. En revanche, Paris, c'est plus compliqué. Effectivement, Paris est plus compliqué. Il y a aussi des gens qui ont fait le choix de sortir de Paris pour aller en Île-de-France. Rester en Île-de-France. Rester en Île-de-France, mais ne plus être parisien intramuros, comme ils étaient auparavant. Donc c'est une petite expatriation vers les contours de la capitale, parce qu'en fait, ils recherchent plus de place. Et là aussi, cadre vie perso-pro qui est plus agréable. Un peu de verre et effectivement sortir de la ceinture du périphérique avec cette possibilité de télétravailler. Et puis on a aussi des gens qui reviennent, qui ont posé leur famille en région et qui par contre vont prendre des petites surfaces, cette fois-ci intramuros, pour venir travailler 2-3 jours par semaine. Et on prend le TGV pour rentrer le week-end. TGV pour revenir voir sa famille. On met la famille au vert et puis on travaille la semaine. Oui, c'est quelque chose qu'on constate vraiment sur les demandes là depuis post-Covid. C'est une vraie tendance que l'on constate actuellement à Paris. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que les petites surfaces sont peut-être plus faciles à trouver entre guillemets que des surfaces familiales, non ? Difficile aussi. Le locatif à Paris aujourd'hui est quand même extrêmement tendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Une étude à découvrir sur le site de Ma Nouvelle Ville. Absolument, vous pouvez nous retrouver sur manouvelledeville.fr, l'ensemble de l'étude et l'ensemble de nos prestations pour les entreprises. Exactement, les entreprises et les collaborateurs, parce que n'oubliez pas que vous pouvez aussi passer un petit coup de fil ou aller directement vous inscrire et prendre les renseignements sur le site. Merci Gilda Chauveau de Vala d'être venu nous rendre visite, directeur général de Ma Nouvelle Vie, filiale, rappelons-le, d'Action Logement. On tourne une page, tiens, on s'intéresse, ça fait exactement écho au sujet dont on vient de parler, la semaine des 4 jours. Est-ce que vous en parlez à la pause café? Caroline Ricross va vous en parler, justement. La pause café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis ravi de vous accueillir comme chaque semaine. La semaine des 4 jours, vaste sujet. Alors c'est un sujet de tension. Ça bouge beaucoup côté européen. En France, c'est pas totalement gagné. Bah oui, c'est ça. Le dernier pays d'ailleurs en date à l'avoir adopté, et vous en avez parlé sur Smart Job la semaine précédente, c'est la Belgique. C'est officiel depuis quelques jours. Nos voisins belges ont donc la possibilité de ne travailler que 4 jours par semaine. Et cela pour le même salaire. Le pays en fait a adopté une grande réforme du marché du travail qui est baptisée le deal pour l'emploi. Alors comment ça marche concrètement? Eh bien désormais, les Belges peuvent choisir leur temps de travail, le nombre de jours travaillés dans la semaine. Dans les faits, en fait, le nombre d'heures hebdomadaires reste le même, soit 38 heures par semaine. La différence, c'est que désormais, les Belges peuvent décider de ne travailler que 4 jours dans la semaine et garder le 5e jour. Un temps de travail d'ailleurs qui peut être modulé selon les semaines. Les Belges peuvent par exemple décider de travailler davantage une semaine et moins la semaine suivante, ce qui est plutôt pratique pour par exemple les parents qui ont les enfants en garde alternée puisqu'ils ont divorcé de leur conjoint ou qui ne sont plus avec leur conjoint. Ils peuvent travailler 42 heures la semaine précédente et d'avant et puis travailler 34 heures la semaine où ils ont la garde des enfants.
La Belgique, on en est où en Europe? Parce qu'il y a eu d'autres initiatives. Oui, il y en a eu pas mal. En Islande, par exemple, Oui. la semaine de 4 jours est la règle depuis plus de 2 ans, à la suite Ouais. en fait d'un test géant qui a été réalisé entre 2015 et 2019, où en fait 2500 Islandais se sont vus proposer de travailler 35 heures par semaine sur 4 jours, avec le même salaire là aussi. Et le test a été une si grande réussite que du coup le pays a décidé par la suite d'adopter cette semaine de 4 jours. Sans l'avoir adopté dans de nombreux pays également en Europe, eh bien, des tests sont en cours. La Suède teste par exemple depuis 2015 la journée de 6 heures. L'Espagne expérimente en ce moment Tout à jusqu'en fait. 2025 la semaine de 4 jours. 200 entreprises en fait se sont portées volontaires pour appliquer ce modèle et livrer ensuite leurs conclusions. Même chose au Royaume-Uni. 32 heures payées 40 en Espagne. Non, mais 32 c'est un débat politique en France. Tout à fait. Même chose au Royaume-Uni. Depuis le mois de juin, 300 salariés britanniques expérimentent là aussi la semaine de 4 jours et on devrait avoir les conclusions à la fin de l'année. Et puis en Écosse, un essai également devrait débuter en 2023. Même chose dans les pays de Galles qui y pensent fortement. Hors Europe, on a l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande et le Japon qui y pensent également fortement. Donc ça bouge. Ça bouge, des initiatives, des actions. En France, concrètement, nous en sommes où, Caroline? Eh bien, nous n'en sommes qu'au balbutiement, en fait, Arnaud. En France, seules quelques entreprises proposent d'ores et déjà cette semaine de 4 jours. D'après la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, seuls 2,4% des salariés à temps complet travaillent entre 32 heures et 35 heures dans l'Hexagone. Pourtant, d'après un sondage du cabinet Robert Half, mené auprès de 300 dirigeants d'entreprises et publié au début du mois, 35% des employeurs français envisagent en fait de l'expérimenter au cours de l'année à venir. Les Français, eux, plébiscitent quand même l'idée depuis plusieurs années déjà. En 2019, ils étaient par exemple 60% à vouloir justement la possibilité de libérer ce 5e jour et donc de ne travailler que 4 jours. En 2022, ce chiffre est monté à 64%. L'option d'ailleurs séduit beaucoup les femmes qui ont soit des enfants ou les femmes de moins de 45 ans. En tout cas, pour le moment, le gouvernement français, lui, se montre assez frileux sur la question. D'ailleurs, en février 2022, Elisabeth Borne, qui était alors ministre du Travail, estimait qu'il n'appartenait en rien au gouvernement d'imposer en fait cette réforme du temps de travail. Elle était venue nous le dire ici, à votre Et place. oui, je me souviens. Donc c'est compliqué parce que le MEDEF bloque, c'est le MEDEF qui est très réticent. C'est une bonne ou une mauvaise idée cette semaine de 4 jours? Eh ben, en tout cas, les pays qui l'ont mis en place ne sont pas retournés en arrière. En Islande, par exemple, le test réalisé entre 2015 et 2019, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a été qualifié de succès écrasant par les chercheurs et les syndicats islandais, ont donc négocié une réduction du temps de travail. Les chercheurs, en fait, ont constaté que le stress et l'épuisement des travailleurs avaient diminué et que l'équilibre, dont on parle très souvent ici entre vie professionnelle et vie privée, s'était largement amélioré avec cette mise en place. Au Royaume-Uni, les premiers résultats du test qui sont en cours sont là aussi vraiment plutôt positifs. Parmi les employeurs qui ont déjà répondu au sondage des résultats préliminaires, 88% ont déclaré que la semaine de 4 jours fonctionnait bien pour le moment à ce stade dans les entreprises. 86% seraient même prêtes à garder ce rythme à l'issue justement de ce test, donc qui se termine fin décembre. En plus de permettre quand même aux salariés d'avoir un peu plus de temps pour leur vie privée. Ils travaillent bien, Voilà, ça bosse. Voilà, c'est ça. Près de la moitié des entreprises ont vu la productivité se maintenir. Conclusion, la semaine de 4 jours semble bien avoir 2 avantages. Le premier, donc, avantage, ça touche au bien-être des salariés. Ils sont moins stressés, moins fatigués et plus optimistes. Et donc, second avantage économique, bien sûr, puisque la productivité est en hausse, apparemment, avec cette mise en place. Merci Caroline pour cet état des lieux très précis de cette semaine des 4 jours, alors avec un vrai débat sur on réduit le temps de travail ou on maintient le contrat de 35 heures sur 4 jours, ce qui vous fait travailler un peu plus évidemment. Ça c'est aussi un enjeu de négociation. Peut-être y a-t-il un lien avec le cercle RH puisqu'on va parler des seniors. Ici on leur proposait la semaine des 4 jours pour les maintenir sur le marché du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien sûr. On va parler des seniors, de cette situation un peu complexe et il va se passer des choses évidemment. Beaucoup de propositions sont sur la table, bien, tout simplement pour maintenir ces seniors en emploi. On en parle avec mes invités. Ce sont des experts du sujet et c'est le cercle RH.
Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, avec un débat autour des seniors. Alors Dieu sait si on parle de ce sujet. On en parle beaucoup, j'ai envie de dire presque depuis 20 ans, sans que les choses aient vraiment beaucoup avancé avec cette question comment les maintenir en emploi pendant que des entreprises, aujourd'hui encore, maintiennent des plans de départ accompagnés pour, à 58, 59 ans, eh bien, proposer à un senior de gentiment partir en retraite. C'est un débat évidemment qui fait écho à la réforme des retraites, dont on parle elle aussi beaucoup. Mes invités sont avec moi, ce sont des experts du sujet. Je commence par Amélie Favre-Guittet. Je suis ravi de vous retrouver, chère Amélie, présidente de Talent Management Group. Alors, vous traitez de tous ces sujets, mais en particulier de cette question des seniors. C'est un sujet qui vous tient très à cœur. On va entendre vos arguments dans un instant. Caroline Young est avec nous. Bonjour Caroline, merci de revenir nous voir. Vous êtes à la tête et présidente et cofondatrice d'Expert Connect. Vous aviez écrit ce livre, Le travail post-retraite. C'est un vrai débat. On peut aussi prendre sa retraite et continuer à avoir de l'activité et à apporter de la valeur ajoutée. On fera le point. Et puis avec nous, Alexandre Lamy. Ravi de vous retrouver, cher Alexandre. Avocat en droit social, cabinet R6, cofondateur du think tank NEOS. Et vous êtes membre de l'Institut Sapiens. Et mon petit doigt me dit, sans faire de jeu de mots, que vous êtes l'homme à l'index. C'est assez subtil parce que cet index est arrivé dans l'actualité il y a quelques semaines et vous portez d'une manière... Avec d'autres, mais... Avec d'autres, de manière officieuse, oui. Ce groupe de réflexion sur l'index. Je me tourne vers vous parce qu'on va commencer par le diagnostic, mais ça vous a un peu douché quand le MEDEF a dit, mais alors, nous, les index, on n'en veut pas. Non. Voilà. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce qu'au-delà de l'index, vous savez qu'il faut... L'index, c'est-à-dire que c'est obliger l'entreprise, pour être concret, à rentrer sur des tableaux Excel l'idée de le nombre de seniors, qu'est-ce qu'ils font, comment on les accompagne. Enfin, tout ça est un peu lourd. Vous savez, quand on parle d'index, il ne faut pas regarder le doigt. Il faut regarder au-delà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça me dit quelque chose. Absolument. Et en fait, ce que l'on porte derrière cet index, c'est plus que l'index lui-même. C'est un changement de modalité. Un changement de mentalité et la création d'un écosystème vertueux. C'est ça qui est recherché au travers de cet index. Pour que l'intégralité des mesures qui peuvent être imaginées, prises, soient pleinement mobilisées. Moi, je fais le constat au quotidien auprès des entreprises que j'accompagne, lorsque vous leur demandez de travailler sur un accord GEPP, et dans le cadre de cet accord, les données relatives à l'âge des salariés, à l'évolution de carrière des salariés est une donnée extrêmement importante. Ils vous donnent des tableaux, mais ils n'en font rien. Donc, l'idée et l'enjeu au travers de cet index, c'est de créer cet écosystème pour que les mesures qui existent et qui vont être prises soient pleinement mobilisées et aient un effet utile. Dieu sait qu'en droit social, notre grille de lecture, c'est l'effet utile de la mesure. Avec ce débat qui a été malgré tout posé par le MEDEF en disant nous les index, on n'en peut plus, on a autre chose à faire. Juste un mot pour donner la parole à nos invités. Allez-y, oui, rapidement. D'un mot. J'entends la critique qui peut être formulée, qui est de dire il faut pas alourdir le poids administratif et le poids normatif des entreprises. Certes, mais là encore, il suffit de regarder, les Jourdains de l'index senior existent déjà. Quand vous regardez les données qui sont utilisées dans l'entreprise, dans la BDESE notamment, ces données sont là. La base de données économiques et sociales qui structure la politique sociale de l'entreprise et les relations sociales, les données sont là. Il suffit de les trouver et de les utiliser correctement. Mesdames, côté Expert Connect, il y a l'idée quand même, et vous y croyez, d'accompagner les seniors au-delà de la retraite. Ils sont en retraite, mais on les accompagne. Mais juste comme Amélie Favre-Guittet, qui est ce sujet est votre passion, quand on regarde quand même le débat des retraités, il faut commencer par un diagnostic sociologique avant même de rentrer dans des tableaux de chiffres. À 81%, selon une étude du ministère de la Santé, ils disent « moi, je veux partir en retraite pour avoir plus de temps à consacrer à mes loisirs et donc à ce qu'on appelle la retraite, ce temps hors travail ». Enfin, ça part mal quand on voit ces chiffres. On n'a pas des retraités qui vous disent, dans ces sondages, moi, je suis prêt à bosser jusqu'à 68 ans, je suis prêt à m'investir. On n'a pas ces chiffres-là. Il faut voir aussi le retour qu'ils ont des entreprises quand ils sont en poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une génération qui a été éduquée et élevée au fait qu'on travaille, on gagne ses annuités et après, on a sa retraite dorée où on peut voyager en camping-car. Enfin, doré ou pas doré ? Doré un peu moins en ce moment. Sauf que, effectivement, on a ce côté où le souffle, on le prend au moment où on a la retraite. Donc, en fait, c'est aussi comment on va repenser la carrière, comment on va repenser le travail. On parlait déjà un petit peu en off entre nous, c'est se dire, c'est peut-être pas forcément une carrière linéaire, c'est peut-être pas forcément une carrière comme on l'imagine, et la retraite, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 65, 70, 75 ans pour la prendre. On peut prendre du plaisir autrement tout au long de sa vie.
Caroline Young, juste un mot, parce que vous êtes dans le débat, vous intervenez finalement, vous faites votre lobbying aussi en expliquant que c'est utile de les faire travailler. Il y a l'index qui est sur la table, on vient de l'évoquer assez largement. Il y a l'idée de faire baisser les cotisations, qui est une vieille mesure, une vieille lune traditionnelle. On se dit, pour maintenir en emploi comme pour les jeunes, il faut faire des allègements de cotisations. Vous proposez autre chose. Alors nous, chez Expert Connect, on recycle l'intelligence, c'est-à-dire qu'on fait travailler des retraités Ça coûte rien, ça, la collectivité. Qui possèdent des savoir-faire stratégiques pour les entreprises et dont les entreprises ont désespérément besoin. Oui. Et là, on a vu avec la pandémie, on a beaucoup de clients qui ont fait des plans de départ avec des mesures d'âge. Aujourd'hui, leurs carnets de commandes sont pleins et ils n'ont plus de savoir-faire. Pour revenir sur votre constat que les retraités, enfin les futurs retraités annoncent qu'ils n'ont pas le souhait de travailler. Pas motivés. C'est parce que souvent, et c'est le cas chez nous, ils sont très preneurs d'une activité à temps choisi. Nous sommes d'accord. Pouvoir être maître et de tenir le manche finalement. Et du coup, ils sont très très partants pour continuer à avoir une activité professionnelle, transmettre leur savoir, participer à la société à travers le travail et ne pas s'ennuyer. Il y a un bouquin qui avait été écrit quelques années, c'était Retraite ou mort sociale. Oui. C'est un passage extrêmement difficile et c'est vrai que pouvoir une garder petite mort, un pied... on disait. C'est dur, faire son deuil. D'autres choses, mais pour pouvoir garder un pied dans la société, pour certains d'entre eux, c'est absolument essentiel. Mais pas sur le contrat de travail. On vient au travail de 9h à 18h, dans un CDI un peu ronronnant. C'est plus ça qu'ils cherchent. Les formes d'emploi, elles sont en train de voler en éclats. Plus personne ne veut ça aujourd'hui. Voilà. C'est vrai. On est sur un allongement très très important de la vie et donc un nécessaire allongement de la durée de travail. Ça, on ne va pas y couper, malgré les rêves fantaisistes de certains... Je m'autorise un débat, c'est que en fait, les cotisations s'appuient sur des CDI, sur des CDD, sur le vieux travail du XXe siècle. Et là, vous nous dites, là, on est sur de l'indépendance, donc c'est plus du tout les mêmes cotisations, on ne s'assoit pas du tout sur la même fiscalité. C'est le modèle global qu'il faut repenser. Mais tout à fait. Absolument. Et il y a des challenges au niveau de l'État et des entreprises qui vont devoir avoir des gens qui ne vont pas rester salariés jusqu'à 60, 65, mais peut-être 85 ans, ou en tout cas, on va devoir travailler, les générations suivantes vont devoir travailler jusqu'à 75, 80, 85 ans pour tenir les systèmes de retraite en place. Donc c'est les projections, bien sûr, dans 20, 30, 40 ans. On l'entend peu de la bouche des hommes politiques. Mais parce que les gens ne travaillent pas leur dossier et l'État est trop timide ou trop peureux pour aborder ces questions de face. Deux sujets. On a un débat sur repenser les temps de travail, les temps de loisirs, les temps de pause, jusque loin et le plus tard possible. Alors vous nous dites 85 ans, je vous entends. Le débat aujourd'hui, c'est qu'il faut repenser notre modèle de salariat. C'est-à-dire entre guillemets, un senior de plus de 50, il vous dit, moi je veux bien vous apporter ma valeur ajoutée, mais je viens en mission, je veux avoir de la liberté. En fait, on est dans le débat posé sur le rapport au travail, tout simplement, quoi. Absolument, et là vous pointez du doigt non pas l'index cette fois-ci. Non pas l'index, le doigt, une autre de mes marottes que j'ai pu soutenir sur votre plateau, c'est vrai. Qui est la création d'un code du travail au sens premier du terme, compte tenu de ces nouvelles formes d'emploi qui touchent à la fois les seniors, mais également les plus jeunes, mais aussi les salariés en activité aujourd'hui. Cet enjeu de flexibilité, d'autonomisation des salariés, elle impose de repenser notre rapport au travail. Et donc il est pour moi essentiel aujourd'hui, je pense que ça peut être un des enjeux des 4 prochaines années qui viennent, qui est de créer non pas un code du salariat, mais un code du travail, avec la définition de garanties fondamentales, de droit au repos, notamment, de protection de la santé, de droit à congé, qui soient attachés non pas à l'exercice d'un contrat de travail sous sa forme de CDI, mais à l'exercice d'un travail à proprement parler, quelle que soit la forme. Absolument. Un peu comme le CDI mission. Hein. Un peu comme le CDI Exactement. mission. Amélie, il y a quand même un sujet, j'aimerais qu'on rebascule, parce que là on parle de ces seniors de 50 ans, là on parle de seniors des cadres supérieurs qui ont envie d'avoir des activités, mais il y a aussi... Pas forcément. Pas forcément. Il y a aussi trompez-vous, on fait travailler des tas de techniciens spécialisés qui ont un coup de main particulier. Oui, qui savent ça n'est pas limité au corps. Avec leurs mains et qui ont un savoir. Toutes sortes de savoirs. Côté entreprise, ça c'est l'étude Indeed OpinionWay, c'est assez intéressant les préjugés des entreprises, parce qu'il faut dire la vérité, les entreprises se délestent de leurs salariés à partir de 55 ans. Ça existe. Et un peu avant. Les études disent un salarié sur 4 s'est déjà vu reprocher d'être trop âgé pour le poste visé. Plus d'un quart des dirigeants interrogés avouent que face à des CV équivalents, ils privilégient la candidature jeune. C'est de la sociologie ou c'est très pragmatique parce qu'un jeune, ça coûte moins cher qu'un ancien ou qu'un senior?
Un petit peu des deux. Un peu des deux. Pas mal de biais cognitifs aussi là-dessus, où effectivement on va vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. Donc si on a un patron ou un manager qui est un peu jeune, et bien, il va vouloir recruter quelqu'un qui est aussi jeune. Parce que dans sa tête, plus malléable, plus souple, moins cher. Donc À former. À former. Alors, et dans l'idée que la personne va rester, sauf que c'est toujours très idéaliste, on le sait bien aujourd'hui, beaucoup de personnes vont rester 2 ans, 3 ans, 4, 5, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Et donc, forcément, se dire on va recruter un jeune parce qu'il va être plus facile, il va rester, c'est utopiste. La crainte des soucis de santé et de fatigue, c'est indiqué dans l'étude Opinionway Indeed, c'est-à-dire que le recruteur ou le décideur dit c'est quand même dangereux, il peut tomber malade. Donc tout le monde peut tomber malade. Mais tout le monde, à n'importe quel âge. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de préjugés autour de ces seniors. Pas de problème de congé maternité. Ils n'ont pas de... Ça dépend à partir de quel âge on va dire le fameux senior. Moi, je connais des personnes qui ont effectivement entre 50 et 52 ans et qui ont des enfants en bas âge, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a de plus en plus, parce qu'on fait des enfants de plus en plus. J'aimerais vous entendre à tour de rôle, parce que la durée d'inscription des demandeurs d'emploi quand on est senior est presque du double, voire du triple. 307 jours, plus de 800 jours quand on est un senior. Si vous aviez le ministre du Travail en face de vous, Caroline Young, commençons par vous. Alors nous, on sait, avec Alexandre Lamy, qu'il lui a déjà posé le débat de l'index, on a compris, mais vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Parce qu'il va devoir faire et prendre des mesures, là, dans les mois qui viennent. Je lui dirais déjà qu'il faut lever tous les freins qui empêchent un senior de travailler. Lesquels? Notamment, si on reprend une activité et qu'on n'a pas son taux plein à la retraite, il y a encore des freins, on est plafonné. Donc ça, c'est totalement inutile, une mesure qui a été mise par le gouvernement. C'est-à-dire on n'a pas ces annuités, ou on les a? Si on demande sa retraite et qu'on n'a pas son taux plein, on ne peut pas continuer à travailler au-delà de son revenu actuel plus sa nouvelle activité. C'est inutile et ça ne fait que bloquer des belles énergies. Voilà. Ensuite, il faut, et ça c'est un chantier à part entière, il faut complètement revoir, je pense, la formation dans les entreprises. Parce qu'on voit très bien que les entreprises sont parfois un peu... Elles veulent plus investir sur eux. Elles veulent investir sur les gens qu'elles vont pouvoir fidéliser, garder à long terme. Et dans leur esprit, ces personnes-là sont des jeunes. Donc continuer à les former. Continuer à les former, les forcer à se former. Parce que très souvent... Ils se disent pour eux-mêmes, ma retraite c'est dans 4 ans, 5 ans. Un senior, une solution. Vous avez vu, ça a marché sur un jeune, une solution. Peut-être faut-il envisager cette piste. Et à l'image d'un projet qui avait été, à mon avis, très positif pour les entreprises il y a quelques années et qui n'est pas très éloigné de la philosophie de votre index, sous le gouvernement Sarkozy, il y avait eu un plan d'action senior qui avait forcé les entreprises à se choisir des indicateurs qu'ils devaient améliorer d'année en année et donc à réfléchir à la place des seniors dans l'entreprise. Il vaut mieux que tout le monde ait le même pour pouvoir comparer, parce que si chacun fait le sien... Pas forcément. Amélie Fabriguité, attendez Alexandre, je donne la parole, parce que vous avez le ministre en face de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Parce qu'il y a des mesures très sparadrap, si on baisse les cotisations, on incite... Bon, très bien, mais ça c'est très classique. Qu'est-ce que vous inventeriez pour dire à ces seniors et au ministre, je pense qu'on peut les garder en faisant cela? Alors, je rejoins le côté formation qui est ultra important dans l'entreprise. Former même les personnes qui sont en études supérieures, en formation RH, finance, management, tout ça, les former sur les enjeux de non-discrimination et sur l'intérêt de recruter des profils expérimentés. Ça, c'est important. J'aimerais bien avoir un peu plus d'infos sur les chiffres du chômage et pas forcément les comptabiliser à partir de 50 ans. Après ou avant? Avant. Moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aussi à la tranche des 45-50 ans. Les 48, quoi, voilà, entre les deux. Qui sont quand même très souvent renvoyés aussi des entreprises avec perte et fracas, mais qui du coup se retrouvent dans les stats des 25-50 ans. J'ai lu un article dans Les Échos, là, ce monsieur qui avait été cadre, qui a été licencié parce que globalement il ne faisait pas ses chiffres et qu'en fait il explique que les jeunes bidouillaient les chiffres et réussissaient à faire valoriser. Lui avait été honnête, a donné les chiffres, ils l'ont viré sur le champ. Sauf que ce qui est au-delà de l'histoire tragique, c'est qu'il en a fait un burn-out et que tout ça a un coût pour la collectivité parce que ces seniors demandeurs d'emploi, s'ils mettent autant de temps, c'est qu'ils sont cassés. Enfin, une partie sont brisés psychologiquement, non? Non, Et Alexandre, je donne la parole. Pardon, il y a un élément, mais je ne sais pas si c'est très documenté, mais je pense que la plupart des employeurs sont quand même responsables. Mais bien sûr. Et donc attendent pour licencier une personne qui est senior qu'il ait droit au filet de sécurité qui va porter jusqu'à la retraite. C'est ça. On fait courir jusqu'au filet de sécurité. Voilà. Et une fois que cette personne est dans le filet de sécurité, d'abord sa motivation à elle n'est pas d'en sortir. Objectivement, elle n'a pas forcément intérêt de le faire. Bien sûr.
et de trouver d'autres moyens de faire exactement des missions, des choses comme ça. Donc on va dire, plus le filet de sécurité est important et vous porte jusqu'à la retraite, plus le taux d'emploi des seniors... Bah oui. Ça incite pas, faible. évidemment. Il y a quand même des relations, voilà. Indépendamment de l'index, je rejoins ce qui a été dit de chaque côté de la table. C'est-à-dire que la perte d'employabilité des seniors, elle est évidemment liée à l'usure physique, psychique, incontestablement, mais elle est également liée à l'absence de formation, l'absence d'accompagnement sur le terrain de la formation, dont sont également responsables les entreprises. Quand on regarde les études qui ont été prises sur le sujet et la littérature économique, c'est que la plupart des entreprises ne donnent pas ni d'informations ni de conseils auprès des salariés seniors, donc 55 ans et plus, et principalement auprès des ouvriers et des employés. J'allais évoquer, pour finir, les métiers pénibles. Absolument. On est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que les salariés qui occupent les postes les plus à risque, notamment au regard des ruptures technologiques qui sont les nôtres, sont les plus directement touchés par l'absence de formation dans l'entreprise. Des métiers disparaissent. Absolument. Et il n'y a plus rien. Absolument. Et le taux de formation est essentiel parce qu'il est directement, positivement corrélé au taux d'emploi des seniors, raison pour laquelle d'ailleurs l'effet coût, qui n'est pas si direct que ça, doit être largement relativisé pour les salaires. Et est-ce que vous devez porter, vous les avocats, vous les acteurs RH, Expert Connect et tous ceux qui sont dans l'écosystème, un discours un petit peu plus positif? Parce que c'est vrai que l'horizon qu'on offre aujourd'hui aux collaborateurs et aux salariés, techniciens, ouvriers au cas de sub, c'est de leur dire travailler jusqu'à 67 ans. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer aussi le discours autour de cela? Le discours positif pourrait aussi d'accompagner les collaborateurs à prendre en main leur carrière, plutôt que d'attendre que l'entreprise ou l'État fasse tout à leur place. Se dire, OK, à quel moment je pense ma carrière, quand justement j'ai des entretiens avec ma RH, ou même si je décide moi-même de faire mon propre entretien, c'est me dire, OK, aujourd'hui j'en suis là dans ma carrière, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que j'ai envie de faire la même chose? Est-ce que je vais être en capacité de faire la même chose? Juste un mot, les profils que vous avez, vous l'avez dit, il y a des techniciens, mais en fait, ils choisissent quand même... Est-ce que le mot liberté est un peu central dans tout ce qu'on se dit? L'idée de retrouver du plaisir, mais aussi de la liberté. Alors, du côté de nos experts, on les appelle experts et pas retraités, c'est une évidence. De la part des entreprises aussi, puisque ces personnes, ce qu'elles ont à offrir, c'est de la flexibilité, de la disponibilité. De la compétence, en fait. C'est nous, ce qu'on vend, c'est l'expérience. Et je m'autorise, ceux que vous accompagnez et qui vont rentrer dans des entreprises pour faire des missions, ils ont quel statut? Alors, ce sont nos sous-traitants. Ils ont des statuts variés en fonction de leur volume d'activité, de leurs souhaits, etc. Donc c'est auto-entrepreneur, par exemple? Auto-entrepreneur ou en société par action simplifiée unipersonnelle, en SARL. On optimise, nous, leur reprise d'activité en fonction de ce qui est le plus intéressant pour eux à titre individuel. Et une question pratique, là, l'avocat va peut-être pouvoir y répondre aussi. Ils peuvent cumuler leurs droits retraite en plus des rémunérations qu'ils récupèrent dans leur entreprise. S'ils ont leur taux plein pour leur retraite, sans limite. Sans limite, on est d'accord. On est absolument d'accord. Au-delà de ça, sur le débat du pouvoir d'achat, parce que c'est aussi un sujet qui incombe aux retraités très directement, ils mettent du beurre dans les épinards ou des épinards dans le beurre. Et ils mettent aussi du beurre dans les épinards de l'État. Et oui, ils cotisent. Ils payent plein d'impôts. C'est un des moyens, vous évoquez le financement, qui est la question centrale, parce que la question des seniors... C'est l'enjeu du débat politique. C'est l'enjeu principal du débat, parce qu'il s'agit de financer nos régimes de retraite, qui vont être déficitaires, mais pas uniquement, d'ailleurs, nos régimes de retraite. On nous a dit que c'était pour financer autre chose, notre dette. Et parce qu'il faut travailler plus longtemps pour financer notre État-providence. Voilà. Et par ce biais-là, évidemment, les experts cotisent et participent à l'effort national au travers de l'activité. Vous avez peu de temps, mais il y a quand même la politique des quotas, parce que quand on voit un jeune une solution, la politique de l'alternance avec un accompagnement financier très fort des employeurs, 5 000, 8 000 euros, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on ne va pas finir, on ne va pas être obligé de passer par là, si on ouvre le chéquier, on dit, on baisse les cotises, ou on accompagne l'employeur à l'accompagner. Vous n'y croyez pas, ça? D'abord, philosophiquement, je ne suis pas très favorable aux quotas. Mais ce que je constate aujourd'hui de manière très pragmatique sur le marché du travail et auprès de nos clients, c'est qu'il manque de compétences, et que du coup, l'âge n'est plus un facteur. Et qu'aujourd'hui, on a... Pas le choix. Et pas le choix. Bah voilà. Et finalement, le cinquantenaire retrouve des couleurs, le soixantenaire trouve des couleurs auprès de clients auxquels nous n'arrivions pas à parler. Il y a 20 ans, ils n'auraient jamais imaginé faire cela. Mais il y a encore 5 ans. 5 ans. Amélie Fabriguité, les quotas, parce que ce débat des quotas nous vient des États-Unis, c'est un mot sulfureux, mais l'idée finalement qu'une entreprise dise, ou que l'État dise, vous devez avoir dans vos effectifs de plus de 1000 salariés, 3%, 4%, je ne sais pas, fixé par l'État. J'ai parfois envie de dire oui,
oui. Même si je suis pas fan des C'est quotas non tentant. plus à la base, parce que je me dis si ça peut faire bouger les choses, bouger les mentalités, pousser derrière à sensibiliser, à former et à se rendre compte qu'on a des compétences à revendre encore en France, qu'on a plein de gens disponibles sur le Vous marché dites pourquoi pas? et qui demandent que ça de travailler. J'ai envie de dire si ça peut inciter les entreprises à se bouger un peu, je dis pourquoi pas. Votre index, c'est un peu la préfiguration des quotas, parce que les... Voilà, vous aviez anticipé ma question, c'est réglé. Non. Et Encore une fois, l'index a vocation à changer les mentalités. C'est un tableau de bord, je m'autorise. Et un tableau blanc, voilà. D'accord. Et donc pour mobiliser des mesures de façon utile. C'est pas le quota. Et le quota, moi je vous rejoins, existe déjà dans les faits. Si on raisonne en termes de savoir-faire, de savoir-être, sur le terrain des soft skills notamment, les seniors ont de beaux jours devant eux si les entreprises raisonnent correctement. Et donc il faut accompagner les entreprises à raisonner si elles jouent le jeu, correctement. si elles jouent le jeu. L'enjeu principal est là. Et encore Donc une vous fois, parlez aux DRH qui nous regardent régulièrement. absolument. Vous leur dites ouvrez vos chakras. Ouvrez vos chakras, Ah, c'est ça. négociez des accords qui ont un sens, utilisez vos données qui existent déjà intelligemment. Et aller chercher de la compétence. Et aller chercher de la compétence, du savoir-faire et du savoir-être là où ils se trouvent. Et Dieu sait que vous les trouverez. Et encore une fois, l'enjeu fondamental quand on parle des seniors, je pense que c'est un enjeu de formation et non pas un enjeu de baisse de coûts, pour revenir sur la mesure de baisse de coûts, parce que il y a une corrélation extrêmement positive quand on regarde les études entre le salaire élevé des seniors et leur taux d'emploi. Donc c'est pas le coût, C'est vrai. c'est la Vous formation. avez vu, j'ai pas C'est la traité du taux qualification. d'emploi dans ce débat qu'on traite tout le temps, mais qui finalement n'est pas, à mon avis, la bonne porte d'entrée pour en parler. Merci à vous Caroline Young, des 60 plus utiles, heureux en pleine forme, le travail, post-retraite, ça c'est votre livre, Source Expert Connect, mais ça c'était écrit par les éditions Expert Connect. Merci à Amélie Favre-Guité, Talent Management, on va se revoir. Oui. Évidemment qu'on va se revoir. Merci à vous, chère Amélie, puis merci Alexandre Lamy. Je sais que vous travaillez vraiment d'arrache-pied avec évidemment des experts autour de cet index pour convaincre, pas le ministre, mais peut-être plus le MEDEF de l'intérêt de l'index. Avocat droit social, cofondateur du think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Merci pour ce débat passionnant. Et puis on en parlera très régulièrement parce que dans quelques mois, le ministre fera des annonces très concrètes sur ce sujet. On termine avec le guide des salaires 2023. Oui, c'est un petit peu comme le Michelin en cuisine, c'est le guide des salaires. Voilà, vous allez pouvoir regarder si votre secteur d'activité a eu des évaluations, rehaussement de salaire. C'est tout de suite ces fenêtres sur l'emploi. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, le guide des salaires 2023. Alors c'est un document précieux parce que quand on cherche un emploi, on cherche le secteur d'activité, puis on va aussi voir si le salaire correspond à ce qu'on nous a dit dans les écoles de commerce, si ça correspond à ce que l'on cherche. Et on en parle avec Alban Armand. Bonjour Alban, ravi de vous accueillir, directrice de Robert Half. Vous publiez donc ce guide 2023. C'est quand même un guide qui est chahuté quand même fortement par tous les débats autour du pouvoir d'achat, des négociations, des NAO anticipés. Il a eu un impact, ça a eu un impact cette actualité-là sur votre guide ou pas ? Alors oui, bien sûr, ça a eu un impact. Les principaux ingrédients, entre guillemets, du guide des salaires, c'est d'abord des remontées de terrain de la part des dirigeants qui ont été, à qui on a posé ces questions-là, effectivement. Et donc c'est conjoncturel, c'est l'inflation, effectivement, qui a pris part à ce sujet, entre autres. Et puis donc c'est remonté, effectivement, terrain. Alors, hausse généralisée des grilles salariales. Oui. Ça, c'est... Alors, est-ce qu'on doit le voir comme une bonne nouvelle ou pas ? Parce que l'inflation est un peu au-dessus de 5. On avait une invitée hier qui dit, nous, on augmente les salaires, mais à 3,5. Donc, ça reste toujours en dessous. Ça se situe où par rapport... Alors, vous voyez qu'on revient toujours à l'actualité, finalement. Eh bien, absolument, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, 3/4 des dirigeants nous disent qu'ils vont augmenter les salaires. Effectivement, donc il y a une réelle prise de conscience sur le sujet. En revanche, on a aussi des dirigeants qui sont confiants mais réalistes. C'est-à-dire qu'on a aussi 39% de ces dirigeants qui vont nous dire qu'ils ont des inquiétudes sur le fait de pouvoir aligner les salaires pour garder les bons talents. Oui, aligner les salaires à l'inflation. Hein. Aligner les salaires effectivement à l'inflation ou à ce que les candidats aujourd'hui demandent. Il y a un double sujet, 75% d'entre eux se disent quand même plutôt confiants dans les perspectives de croissance de leur entreprise. Oui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte dans lequel on est. Et il y en a 85% qui prévoient de nouveaux recrutements. Alors, il y a le guide des salaires où les collaborateurs dans le juridique, les RH, la comptabilité vont se dire ça monte. Et puis, on a des comptables sur ce plateau qui viennent nous dire nous, on n'arrive pas à recruter, malgré tout. Les salaires montent et on ne recrute pas.
Alors déjà, il y a un indicateur qui est encore plus pertinent, je trouve, aujourd'hui. 36% des dirigeants nous disent qu'ils vont effectivement recruter en création de postes en CDI. D'accord. C'est l'indicateur qu'on va plus analyser finalement dans les perspectives de recrutement dans les mois à venir. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Le second point que vous soulevez effectivement avec des comptables qui disent qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de perspective, c'est ça en interne. C'est ça. Alors, et des experts comptables, des gros cabinets qui nous disent, nous, on n'arrive pas à recruter notre main-d'œuvre. La pénurie de talent est toujours très prégnante, effectivement, et on a près de 80% aujourd'hui des dirigeants qui se disent inquiets sur le fait de trouver les bons candidats. Donc la pénurie de talent, elle continue, et c'est toujours un des enjeux majeurs des sociétés aujourd'hui qui recrutent. Alors, Robert Alf, il y a un sujet qui est intéressant et que vous soulevez à travers ce guide, c'est non seulement que les salaires, les grilles progressent, on l'a évoqué, c'est l'actualité, mais que les salariés aujourd'hui sont quand même très attachés, et ça c'est un peu nouveau, à la culture de l'entreprise. Alors ça c'est très intéressant. Oui, absolument. Alors c'est un focus que Robert Alf effectivement a fait dans son guide des salaires, c'est la première année. Donc pour moi c'est assez marquant effectivement d'une vraie tendance marché, c'est un phénomène. La culture d'entreprise après c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, donc qu'est-ce qu'on met réellement derrière? Parce que voilà, la culture d'entreprise ça parle sans parler finalement. Déjà c'est l'histoire de la société. Savoir pitcher finalement lorsqu'on est une société, pourquoi cette société existe. C'est la vision qu'on souhaite donner. C'est également les actions qu'on va mettre en place et puis les valeurs qu'on défend. Ce qui est intéressant dans cet exercice, on voit de plus en plus de sociétés aujourd'hui se mettre autour d'une table avec leurs salariés, vraiment dans un phénomène aussi de co-construction, de rétention finalement des talents, pour réécrire cette histoire ensemble. On est qui? On va vers où tous ensemble? Exactement. Alors ça, vous avez raison de le dire, c'est quand même très nouveau, parce que le guide des salaires, ce sont des grilles avec des chiffres. Là, on est dans de la philosophie, on est de la sociologie, on est dans, je dirais, l'âme de l'entreprise. Absolument. L'âme de l'entreprise, par contre, avec un aspect concret quand même derrière, c'est-à-dire qu'il faut du sonnant et trébuchant, il faut des preuves, par A plus B, des actions, et c'est un des sujets qu'aujourd'hui, près de 40% des candidats demande en preuve dès le premier entretien dans un process de recrutement. 40%, c'est quand même pas neutre en impact quand vous menez un entretien. Ce qui veut dire, et on conclut, parce qu'il nous reste peu de temps, que même une politique de rémunération généreuse, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Alors, ça ne suffit pas. C'est un package. C'est vraiment un package, effectivement. Il y a la rémunération fixe, il y a les avantages qu'il va y avoir autour, il y a la flexibilité du travail et comment on adresse effectivement cette co-construction avec ses salariés et ses candidats sur le temps de travail. Il y a les avantages en nature annexes et puis il y a toute cette histoire et le sens qu'on donne à la carrière d'un collaborateur. Le guide 2023, Robert Alf, à découvrir avec des petites nouveautés. C'est un peu comme dans le guide Michelin, et je souriais, mais c'est vraiment un ouvrage et un document de référence pour tous ceux qui s'intéressent évidemment à la question des salaires, mais pas seulement, à la question évidemment de la culture d'entreprise. Merci Alban Armand d'être venu nous rendre visite, directrice Robert Alf, pour ce guide cru 2023. C'est terminé. Merci d'avoir suivi notre émission. C'était un vrai plaisir comme chaque jour, évidemment. Merci à Benjamin à la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci bien entendu à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.